est un autre. Ça sonne bizarre, non? Pas vraiment français, me direz-vous. Vous avez raison. Les puristes appellent cela une aberration syntaxique. Et pourtant, cette affirmation est celle d'un de nos grands poètes, Arthur Rimbaud. Et donc, ce que je vous propose ce soir, c'est d'aborder sous un angle scientifique cette affirmation d'ordre philosophique, pour le moins paradoxale. Je est un autre. Je. Chacun d'entre vous connaît je. Je, c'est moi. Je, c'est chacun d'entre vous. Mais êtes-vous sûr de bien connaître votre je et de savoir ce qui se cache derrière ce je? C'est pourquoi, avant de chercher qui est cet autre dont nous parle le poète, nous allons essayer d'en savoir un peu plus sur qui est je. Pour cela, je vous invite à un voyage exploratoire au cœur des deux univers qui constituent le je, à savoir d'un côté la matière et de l'autre ce qui l'anime, la vie. Et pour commencer, ces deux images. Étrangement ressemblants, non? Ces soleils entourés de planètes en gravitation dans une ronde intemporelle. Et pourtant, vous pouvez admirer d'un côté l'infiniment grand, notre système solaire, et de l'autre une toute petite partie de moi, une toute petite partie de vous, une toute petite partie de je, l'infiniment petit, un atome. Mais cette similitude ne serait-elle que visuelle? Est-il possible que ces deux infinis ne fassent qu'un? Eh bien, ce que nous savons aujourd'hui de ces deux univers est qu'ils sont en fait gouvernés par les mêmes lois de la physique et de la mécanique, et que rien, en dehors de leur taille relative, ne les différencie vraiment. Mais concentrons-nous sur notre atome. Ce que nous en connaissons est le fruit du travail de nombreux scientifiques qui, grâce à leurs explorations, ont pu petit à petit élaborer des modèles permettant d'expliquer sa structure. Il a certainement fallu une forme de génie à un certain Mendeleïev pour établir en 1869 le fameux tableau périodique des éléments. Tableau qui, encore aujourd'hui, est considéré comme la clé de la connaissance de la matière, cette matière qui nous constitue et nous entoure. Bien que rudimentaire à l'époque de sa publication, il est aujourd'hui sous sa forme la plus aboutie. L'organisation de ce tableau est basée sur une idée simple, que l'atome est un système planétaire, avec en son centre un soleil, le noyau, et tout autour, répartis sur différentes orbites, telles des planètes satellites, des électrons. Ce tableau regroupe tous les atomes susceptibles de composer toute matière existante. Les informations qu'il contient permettent à tout physicien ou tout chimiste de comprendre la nature et les propriétés de chacun d'entre eux et de pouvoir prédire leurs possibles interactions. Maintenant que nous savons que notre jeu est constitué d'atomes, essayons d'en savoir un peu plus sur ce qui l'anime. Bien que Mendeleïev nous ait fourni une boîte à outils qui nous permet de comprendre la matière dont le monde est fait, ceci ne nous explique en rien sa spécificité, et en particulier ce qui en fait sa singularité. Notre monde n'est pas fait que de matière, il est aussi fait de vie. Mais qu'est-ce que la vie? En quoi un être vivant se différencie d'un objet inanimé ou d'une machine? Jusqu'à une époque récente, on étudiait ces questions dans le cadre d'une science appelée histoire naturelle, science dans laquelle étaient inclus pêle-mêle la géologie, la chimie, la physique, l'astronomie. Vaste programme d'enseignement. Mais derrière cette question épistémologique se trouve surtout une question d'ordre philosophique et théologique, toujours en suspens. D'où vient la vie et comment la définir? Eh bien, aujourd'hui encore, les biologistes eux-mêmes et beaucoup d'autres n'ont pas de réponse à cette question. Pendant longtemps, on a cru que les lois de la chimie régissant le vivant étaient différentes de celles de la matière inanimée. Mais depuis la synthèse de nombreux composés organiques, il est clairement admis que ce sont les mêmes lois de la chimie qui s'appliquent de la même façon à toute la matière et bien sûr à la matière vivante. Et c'est ce qui a conduit à la naissance de la biologie.
Biologie, qui vient de bio en grec pour vie, et logie pour science, donc science de la vie. Ce néologisme est créé au début du XIXe siècle par Lamarck, qui nous dit, et je le cite, « L'unique et vaste objet d'une science particulière qui n'est pas encore fondée, qui n'a pas encore de nom, et à laquelle je donnerai le nom de biologie. » À la lumière de ces informations relatives à la matière et au vivant qui constituent le jeu, nous allons chercher sous le microscope du biologiste que je suis si quelque chose pourrait relier notre jeu et notre autre. Pouvons-nous émettre des hypothèses permettant de faire un lien qui unirait tout ce qui nous entoure, qu'il soit vivant ou inanimé? Certains de mes illustres prédécesseurs ont consacré leur vie à observer la nature avec la conviction que toute question que nous nous posons, la nature y a déjà trouvé réponse. Un des constats qui ressort de ces observations est que bien que différentes, toutes les formes de vie partagent des caractères communs sous un concept d'universalité. Et les trois principaux caractères d'universalité du vivant, retenus aujourd'hui par la communauté scientifique, sont tout d'abord le carbone, qui sert de squelette aux molécules organiques, puis l'ADN, qui sert de support à l'information génétique, et enfin la cellule, qui est définie comme étant la plus petite unité vivante. Sa taille est habituellement de l'ordre de quelques microns. Mais le terme petite n'est pas forcément approprié, car la plus grosse cellule existante peut peser jusqu'à 2 kg. C'est le jaune de l'œuf d'autruche. Et la plus longue, qui est l'axone du calamar géant, peut mesurer près de 12 mètres. Cette conception du vivant basée sur le carbone, l'ADN et la cellule reste cependant débattue, en particulier pour ce qui concerne la cellule, car les virus sont considérés comme vivants par certains, alors qu'ils ne sont pas faits de cellules. Pour ma part, je considère cette notion d'universalité comme trop restrictive et pas vraiment universelle. Et je crois, comme certains, que la vie est d'abord énergie, et qu'à ce titre, tout l'univers est vivant, y compris bien sûr la matière minérale. Cela étant, il n'en reste pas moins que la vie sur Terre, sous sa forme classiquement admise, a pour origine une seule et même forme de vie, désignée sous l'acronyme anglais de LUCA, pour, en français, dernier ancêtre commun universel, et qui serait apparu sur Terre il y a au moins 3,5 milliards d'années. Mais comment expliquer cette diversité dans les formes de vie qui s'y sont développées depuis? Eh bien, il semble exister dans la vie une force primitive, intime et irrépressible de l'exploration. Exploration des possibles, exploration spatiale ou temporelle, exploration consciente ou inconsciente. Il apparaît par ailleurs que la notion de vie n'a de sens qu'à travers la notion de durée, et donc de survie. Mais comment faire durer une forme vivante, par nature instable et donc éphémère? La première réponse à ce défi fut pour nos ancêtres lointains d'explorer les possibilités de réplication du soi par la fonction de reproduction. Il apparaît qu'il y avait plusieurs voies possibles pour y arriver, mais que, quelle que soit la voie explorée, un passage obligé était dans un premier temps la création d'un support de stockage de toutes les informations qui font la spécificité d'un individu, une sorte de disque dur. Ce qui a survécu de ce support et qui a traversé les millénaires, c'est l'ADN. Il a fallu des siècles à la science avant de découvrir en 1953, sous le modèle de Crick et Watson, cette structure moléculaire, vieille de plus de 3,5 milliards d'années, à la fois si simple dans sa composition, un sucre, 4 acides aminés, mais si riche de possibilités, grâce en particulier à sa structure en forme de double hélice. En effet, cette structure en forme de double hélice peut être dupliquée en une autre double hélice. Il se forment ainsi deux nouvelles molécules d'ADN identiques, là où au départ il n'y en avait qu'une seule, assurant ainsi la conservation de l'information au cours des cycles de vie successifs des cellules. C'est ce qui fait de l'ADN ce support universel de l'information du vivant, capable de transmettre
sous une forme d'algorithme mathématique, l'intégralité de la complexité d'un organisme vivant, son hérédité. Pour vous donner une petite idée du potentiel de cette structure, sachez que le génome humain est composé d'environ 3 milliards de paires de bases distribuées dans 46 chromosomes. Ceci permet une capacité de stockage atteignant les 455 millions de téraoctets par gramme d'ADN, soit 455 milliards d'octets par gramme. À titre de comparaison, sachez qu'il vous faudrait environ 25 milliards de DVD double face pour stocker l'information contenue dans 1 gramme d'ADN. Et à côté de ça, vous avez une chance sur 116 millions de gagner le gros lot à l'euro-million. Vous devriez essayer, c'est vraiment trop facile. Mais la vie pour notre ancêtre explorateur n'est pas si facile. Et après cette phase de création du support, il se trouve face à la deuxième étape de cette conquête de la survie, comment transmettre son disque dur. La première voie de reproduction que Je a inventée est une solution simple. Je se coupe en deux, après avoir dupliqué son ADN, et donne ainsi naissance à 2 nouveaux organismes parfaitement identiques au premier. 2 nouveaux jeux. Solution simple et efficace, appelée multiplication végétative, et qui concerne encore la majorité des espèces vivantes, mais qui n'offre que très peu de possibilités d'évolution, car elle ne permet aucune modification de l'information génétique transmise, sauf mutation. C'est la forme naturelle du clonage. Mais cette capacité exploratoire a pris sa forme la plus performante et la plus évoluée, avec l'apparition, il y a environ 1 milliard d'années, de la reproduction sexuée, ou de son vrai nom, procréation. Là où 2 de nos jeux se coupent en 2, mais en 2 demi-jeux, en spermatozoïdes et en ovules, puis se rencontrent pour en créer un 3e, un nouveau jeu, mais qui n'est ni jeu 1 ni jeu 2. Le plus extraordinaire et le plus génial dans cette solution, c'est l'intégration dans un processus biologique de reproduction d'une composante mathématique, le hasard. Et ceci sous la forme d'une redistribution aléatoire des fragments d'information que sont les gènes. C'est ce brassage génétique, cette redistribution aléatoire systématique des cartes à chaque nouvelle génération, qui fait de chaque nouvel individu un être unique, susceptible d'offrir une nouvelle voie d'évolution pour son espèce. Je pense qu'il vous apparaît maintenant évident qu'il est impossible de séparer la matière et le vivant, mais que malgré tout ce que nous en connaissons et tous les moyens techniques dont nous disposons, notre univers reste encore une vaste énigme, tant sur sa nature en tant que matière que sur les conditions qui y ont vu naître la vie. Il n'en reste pas moins que, plus de 3 milliards d'années après son apparition, la vie sur Terre n'a pu se développer dans la complexité qu'on lui connaît aujourd'hui que grâce à l'exploration. Elle a en particulier donné à l'espèce humaine des facultés uniques, la pensée et la faculté de se savoir exister. Cette intelligence permet à l'homme de comprendre en partie le comment de la vie, mais il lui reste la grande question. Pourquoi cette vie ? D'où viennent ces aspirations qui animent chacun d'entre nous, qui nous conduisent à faire ce que nous faisons, à être ce que nous sommes et ce que nous allons devenir ? L'homme en tant qu'espèce est-il une finalité pour la vie quand on voit les multitudes de formes qu'elle a pu prendre depuis son apparition ? Questions intemporelles et sources de polémiques depuis que l'homme existe. Mais Darwin nous apporte un début de réponse en nous éclairant sur notre place au sein du vaste monde du vivant. Une espèce parmi les milliards de formes de vie qui nous entourent. Et oui, nous sommes là, tout petits, au milieu de ce triangle rose, celui qui représente l'ensemble du monde animal. Nous sommes aujourd'hui 7 milliards d'humains, mais 1 gramme de sol peut contenir plus de 1 milliard de bactéries appartenant à plus de 10 000 espèces différentes. Notre enveloppe charnelle est constituée d'environ 100 000 milliards de cellules humaines.
Mais nous hébergeons dans notre ventre environ 10 fois plus de cellules bactériennes, le microbiote. Et oui, 10% seulement de ce qui vit en nous est humain. Je ne serait-il que 10% de ce qu'il croit être. Surprenant, n'est-ce pas? Mais le plus surprenant, c'est qu'il est aujourd'hui démontré que cette vie qui nous habite, ces autres, conditionnent en grande partie, via l'intestin, baptisé récemment notre deuxième cerveau, le fonctionnement de notre cerveau, nos pensées, nos désirs, nos émotions. Arthur Rimbaud nous l'a dit en introduction, « Je est un autre ». Mais Pascal se questionnait dans son ouvrage Les Pensées, qu'est-ce que le moi? Ces intuitions des penseurs seraient-elles prémonitoires? Eh bien, il me semble qu'à travers ces découvertes récentes, la science nous permet aujourd'hui d'aborder ces questions philosophiques sous un jour nouveau et nous offre quelques nouvelles réponses possibles. Permettez-moi, pour conclure, de vous soumettre deux d'entre elles. Tout d'abord, ce que nous pensons être notre jeu ne serait-il pas en réalité une communauté de jeux qui nous ferait parfois penser être un autre? Et enfin, l'homme, dans ce vaste univers, ne serait-il qu'un support parmi d'autres, permettant, comme d'autres, l'expression symbiotique de différentes formes de vie, luttant pour un seul objectif, un seul et même autre, la vie. Merci.